je crois que la réalité de l'entrepreneuriat aussi, c'est d'être très bien entouré. Et c'est ça aussi qui crée la dynamique du début. Finalement, on est poussé par un groupe et on avance dans une aventure qui est celle de l'entrepreneuriat. Ouais. Et du coup, je ne me suis pas posé la question de me dire est-ce que je suis un entrepreneur, pas un entrepreneur. Je crois que c'est une question de choix de vie, de créer sa propre histoire, soit en entreprenant, soit dans une boîte dans laquelle on se sent particulièrement bien. Mais bosser pour bosser, c'est pas intéressant, ça c'est sûr. Je crois que monter un business en 2020 ou 2021 sans avoir un peu de conscience ou avoir une approche réfléchie, je crois que c'est plus possible. Je pense que c'est ça auquel il faut faire attention. Vraiment. Taille de marché, dynamique, supply de monde, et en même temps, où est l'impulsion concrètement. Et s'entourer avec une équipe incroyable. C'est le clé. Moi, j'ai donné, encore une fois, parlons, parce que j'ai l'impression d'être un peu la vieille garde, mais chez Vestiaire Co, j'étais le 6e salaire, mais parce qu'il y a de bonnes raisons. C'est à un moment donné, j'avais des mecs qui étaient plus forts que moi sur des périmètres que je ne maîtrisais pas, sincèrement. C'est ça qui est incroyable, c'est la dynamique de l'équipe en fait. Voilà. Et sur Agua Blanca, on compte bien faire la même chose. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série de Build a City for Good. Dans ces épisodes, nous avons l'honneur de recevoir ceux pour qui nous nous levons chaque matin, ceux qui matérialisent nos convictions et que nous avons la chance d'accompagner nos entrepreneurs. On ne va pas cacher notre plaisir sur cet épisode car outre la découverte d'un génial entrepreneur, il vous permettra de mieux comprendre le titre de ce podcast, Build a City for Good, car Sébastien en est l'incarnation. Nous avons donc la chance d'être avec Sébastien Fabre, fondateur d'Agua Blanca, aguablaca.co, on y reviendra, mais les plus curieux peuvent y aller en nous écoutant, et cofondateur bien sûr de Vestiaire Collective. Vous connaissez sûrement tous. Salut Sébastien. Hello, ça va ? Oui, ça va. Et bien sûr, à mes côtés, le grand, comme je dis à chaque fois, l'unique, le brillant Pierre-Éric Lebovici, partenaire et investisseur chez Daphné. Salut Pelle. Salut Sébastien, salut Aurélie. Hello. Alors, vous avez dû voir passer les annonces sur la levée de fonds d'Agua Blanca, que l'on est d'ailleurs très fiers de mener. Mais avant de parler de cette belle aventure, est-ce que tu pourrais, Sébastien, nous parler un peu plus de toi ? C'est très vague, mais par exemple, qu'est-ce que les gens disent de toi ? Comment ils te caractérisent ? Tes amis, tes ex-associés, Qui est Sébastien Fabre ? Au-delà d'être le brillant, inspirant entrepreneur. Oui, ça commence à une question très, très large. Soit je remonte à la petite enfance, soit... Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai toujours aimé créer ma propre histoire. J'ai vécu beaucoup d'années à l'étranger, souvent dans des pays en voie de développement. Je suis quelqu'un de très optimiste, très positif. On me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Hein. J'ai eu beaucoup d'investisseurs autour de la table qui m'ont dit « mais essaye d'être plus... moins, tu vois, plus. » Voilà, j'ai 50 ans, j'ai des enfants. Ça nous fait déjà une belle intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre-Éric, tu avais une question. Tu voulais un petit peu savoir comment Sébastien avait, ex-Microsoft quand même, avait fait le cap, le shift de devenir entrepreneur. C'était une question qui te taraudait, ça. Ouais, tu as commencé à y répondre en partie, parce qu'à partir du moment où tu dis que tu es optimiste, ça veut dire que tu es un vrai entrepreneur, non pas en quête d'un statut social, mais parce que tu as la vraie conviction et que tu as ça dans les tripes. Mais ce cheminement, c'est vrai une première partie de carrière assez traditionnelle, ou en tout cas dans un groupe qui peut paraître assez traditionnel comme Microsoft, même si c'était à une autre époque et notamment au moment de l'avènement de l'Internet et du digital. Comment on fait pour un matin se lever et dire je vais shifter et lancer ma propre aventure ?
avec une vision qui était hyper novatrice parce que tu as lancé Vestiaire Collective autour de l'économie circulaire à un moment donné où on n'en parlait pas du tout. Alors, je vais vraiment te décevoir. Je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire que je pense que le fait de faire des études dans une université où il y a beaucoup de gens très différents, qui viennent de pays très différents, ça donne une dynamique aussi de curiosité, où on passe notre temps un peu à regarder ailleurs. Et ensuite, pour répondre précisément à ta question, en fait, je suis né en même temps que l'Internet professionnellement, donc à la fois c'est un peu blessant parce que je suis plus de première fraîcheur, on ne va pas se mentir. Mais la réalité, c'est que du coup, le champ des possibles était incroyable. Et quand on est en même temps qu'Internet dans un groupe comme Microsoft, finalement, on rencontre des gens incroyables. Microsoft vous donne des moyens incroyables pour aboutir à plein de choses. Et ensuite, c'est une question d'intuition. Alors, je pense que souvent, on parle de visionnaire. Moi, je suis pas un visionnaire. Moi, j'ai des intuitions et je voyais ce monde de la mode qui me gênait un peu à l'époque, pour être franc. Et j'ai eu une expérience dans une boîte qui s'appelait Century 21 aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un endroit où on concentre en fait tous les stocks des vêtements qui n'ont pas trouvé preneur, et le bout du bout de la chaîne. En fait, il y en a 17 étages à profusion. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait. Comment on recrée pas un peu de liquidité, d'inspiration dans tout ça, et comment on arrive à faire circuler un peu les vêtements. Donc c'était plus une intuition, discussion avec mes cofondateurs de l'époque, parce qu'on était 6 sur Vestiaire. Et du coup, je ne me suis pas posé la question de me dire est-ce que je suis un entrepreneur, pas un entrepreneur. Je crois que c'est une question de choix de vie, de créer sa propre histoire, soit en entreprenant, soit dans une boîte dans laquelle on se sent particulièrement bien. Mais bosser pour bosser, c'est pas intéressant, ça c'est sûr. Donc tu n'es pas né entrepreneur. On n'est pas obligé de naître entrepreneur. Hein. Est-ce que l'inné ou l'acquis Non, ce qui est certain, c'est que... Alors, j'ai passé du temps dans les pays en voie de développement. J'ai appris à m'ennuyer beaucoup parce qu'on était loin de pas mal de villes. Donc moi, j'étais seul avec un état un peu contemplatif assez régulièrement. Et donc, je pense que ça pousse vraiment la curiosité. Donc, moi, je crois que j'ai une sensibilité particulière. Je pense que ça m'aide à avoir cette intuition. Après, je crois que la réalité de l'entrepreneuriat aussi, c'est d'être très bien entouré. Et c'est ça aussi qui crée la dynamique du début. C'est finalement, on est poussé par un groupe et on avance dans une aventure qui est celle de l'entrepreneuriat. Ouais. J'adore le fait que tu insistes sur le mot curiosité. Parce que finalement, quand on est un entrepreneur, on défriche un territoire, on défriche un marché, on crée un nouvel usage, sans certitude. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à développer les projets les plus ambitieux. Et c'est ce que tu as fait avec Vestiaire, avec ce dénominateur probablement commun qui était celui de la curiosité, pour en arriver là où est Vestiaire aujourd'hui. Je crois que c'est important. Et tu vois, moi, j'ai même un peu été plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai regardé la concurrence. C'est-à-dire que je crois que quand tu as une idée en tête et qu'on avait cette dynamique collective avec mes 5 collaborateurs et amis, on a vraiment focalisé sur le modèle qu'on voulait lancer. Il y avait une vraie itération autour de ce modèle, etc. Mais on regardait plus les usages plutôt que la concurrence. Comment les gens fonctionnent, comment... Voilà. Et on avait vraiment une ambition forte, en tout cas. Et c'est la même chose avec Agua Blanca, d'ailleurs, aujourd'hui. Tiens, un beau conseil déjà pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent là, de pas forcément de se concentrer sur eux et leur business et arrêter de regarder aussi ce que font les autres. Alors, encore une fois, chacun son truc. Hein. Moi, je pense juste qu'il faut se détendre. C'est à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a 3 acteurs sur le marché qu'il n'y a pas de la place, en fait. Je crois qu'au contraire, ça montre qu'il y a une dynamique de marché très forte. Il faut regarder à quel endroit on arrive en fait finalement à contribuer et à impacter et apporter sa propre pierre. Juste pour ceux qui ne connaissaient pas, on parle de Vestiaire depuis tout à l'heure, hein, mais c'est bien Vestiaire Collective, hein, oui, la marketplace de prêt-à-porter de seconde main. Et ça nous fait du coup une belle transition sur justement comment toi, vous 5 avez réussi à scaler ce modèle. Comment vous avez fait ?
Alors, c'est comment on a scalé. Alors, je pense qu'on a été complètement pris de court. Il y a une anecdote du début que j'adore et Sophie Herson la raconte très bien d'ailleurs. Sophie, qui est une des cofondatrices. En fait, le premier produit qu'on a vendu, ou le deuxième, on l'a vendu à une rédactrice mode du Elle, et sans savoir qui elle était. Et malheureusement, le contrôle qualité de vestiaire collective n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et on a abîmé le produit au départ. Et donc, on a eu le courage d'appeler cette personne en disant « Je suis désolé, le produit n'a pas passé le contrôle ». Et donc, elle a trouvé cette histoire très drôle. Elle a dit voilà, je me présente, je suis la rédactrice du Elle, etc., etc. Je vais raconter votre histoire. Et donc, en fait, c'est idiot, mais à l'époque, en tout cas, ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on a appris vraiment, alors pas en marchant, mais en courant. La première année, je crois qu'on a fait pas loin de 20 fois ce qu'on s'était mis dans le budget. Et donc là, tout vous tombe dessus, mais de manière positive. Donc vous êtes obligé de vous structurer, de comprendre, de lever des fonds et en même temps de comprendre la data. Et nous, on était vraiment dans une approche où la communauté était déjà très forte et on savait que la mode était portée de toute façon par la communauté avec des leaders d'opinion qui avaient un impact considérable sur des populations entières, des marques qui drainaient en fait un affectif très fort. Et donc, on a toujours joué là-dessus. C'est-à-dire qu'on a bien compris que c'était un marché de supply aussi. Donc, le marketing était orienté vers le supply et pas vers la demande. Donc, on a vraiment cadencé les choses de telle sorte que, finalement, on a maîtrisé le business et la croissance assez vite. Bon, on a fait plein d'erreurs, honnêtement. Mais on va se concentrer sur les succès. Bon, on les a cachés. Hein. Pardon, je te coupe, mais... tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais on ne sait jamais, le behind the scene. C'est tout ce qu'on voit quand même. Tu crois qu'il y a une série Netflix à faire Exactement. Après 10 ans de start-up, comme tout va 3 fois plus vite, ça veut dire qu'en fait, tu as passé 30 ans de ta vie à faire croître Vestiaire Collective. Quels sont les moments les plus marquants et ceux qui t'ont à la fois peut-être le plus plu ou déplu, mais... Il y a une chose qui m'a vraiment plu, c'est que il y avait un fit incroyable à la fois avec mes cofondateurs et avec l'équipe. C'est-à-dire au point que si on avait dû chacun être recruté avec des critères de RH, probablement qu'on n'aurait pas travaillé ensemble en fait, et que certains d'entre nous n'auraient pas fait partie de l'épreuve. Mais la réalité du fit du début, c'est-à-dire d'apprendre ensemble et de grandir ensemble, en fait, on a cassé toutes les barrières. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a suivi pendant très longtemps. Alors que moi, je suis resté aux manettes 9 ans sur les 11 ans de Vestiaire. Et je pense que sur cette année, ça a été ça. Après, l'organisation t'échappe un peu parce que voilà, il faut avancer, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment un souvenir incroyable en fait, de justesse, de ne pas avoir forcément besoin de passer du temps à expliquer les choses. Chacun a une répartition très forte et ça nous a permis d'avancer. Ça, c'est un très grand souvenir. Les premiers bureaux à New York, des levées de fonds avec des investisseurs incroyables. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui te construisent et qui, à la fin, voilà, des millions d'utilisateurs qui viennent sur le site. Bon, voilà, après, ça n'a pas toujours été très simple, hein, sincèrement. Les débuts, on a commencé à essayer de lever des fonds en 2008. Honnêtement, il m'est arrivé de voir 7 ou 8 fois le même investisseur pour qu'à la fin, il me dise non. Donc, je crois que c'est vraiment, il ne faut pas être résigné, il ne faut pas se décourager. Il y a eu, parfois, on vous donne en fait, je crois que c'est l'extérieur qui te donne des impulsions négatives. C'est pour ça que c'est pareil que la concurrence. Je pense qu'il faut vraiment faire le tri entre ce que les gens te disent et ce que tu ressens vraiment. Et moi, je crois que ça, c'est une force, en fait, qu'on a eue tous ensemble. Intuition. Ne jamais avoir de certitude. Ouais. Ou assumer, en tout cas, à la fin. Je ne sais pas. Et donc, alors attends, après ces 10 années, on va dire, 9 années, tu quittes Vestiaire, hein, tu lâches les manettes, comme tu as dit. Et il y a quand même quelque chose, donc ils s'arrêtent jamais. Hein, ils s'arrêtent jamais, ces entrepreneurs, ces serial entrepreneurs. Il y a quand même quelque chose qui te titille, tu as envie de remonter quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe donc du coup, à quel moment tu penses à cette nouvelle aventure Agua Blanca et à quel moment tu décides d'y aller et d'aller séduire Pierre-Éric et Chabir chez Daphni pour lever des fonds, pardon. Oui, pour lever des fonds.
Enfin, même si Pierre-Éric est né à la tronche. Oui, comme toi, Sébastien. C'est vrai. D'où notre attachement d'ailleurs à tout ce qui a un impact positif sur l'environnement, parce que finalement on a des racines exactement communes. Ouais, qui sont provinciales et on avait un rapport avec la nature qui doit être différent des gens qui sont nés dans des grandes villes. Je crois aussi. Hein. Ouais. Moi, je suis née à Aix, donc je suis comme vous. Hein. Moi, j'ai beaucoup de... C'est vrai. Alors, dis-nous tout, à quel moment tu penses à ce nouveau projet et qu'est-ce que... On va te donner un peu quelques détails, tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais tu vois, quand tu quittes une aventure où l'overlap entre ta vie perso et ta vie pro est énorme, finalement, et tu vis, en fait, tu transpires dans ton aventure, etc. Le jour où tu lâches, que ce soit volontaire ou non, hein, d'ailleurs, tu es un peu dans le vide. Alors moi, ça a été assez court, honnêtement, mais tu as une période de flottement où tu pourrais te rattacher à des choses. Par exemple, on m'a fait des offres incroyables, financières, parfois pas très éthiques, c'est-à-dire en me disant on va remonter Vestiaire Collective dans tel groupe et voilà. Donc évidemment, je n'ai pas fait ça. Mais donc, du coup, tu peux te raccrocher à plein de choses parce que tu es un peu visible pendant 10 ans. Et donc, du coup, forcément... donc ça, je pense qu'il faut avoir la force déjà de prendre du temps pour soi, de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire dans une nouvelle aventure. Donc moi, j'ai vraiment pris le temps. C'est-à-dire, j'ai pris plusieurs mois déjà pour refuser les choses. Et puis ensuite, pour savoir quel secteur me plaisait. J'ai beaucoup regardé la food qui était encombrée. Cosméto, qui était très encombré aussi. Et moi, sincèrement, en réfléchissant à ce que j'aimais faire et surtout sur l'intuition de départ, en fait, je crois que je suis pas trop mauvais sur le B2C, c'est-à-dire comprendre les usages et des grandes masses de consommation. Alors, Vestiaire Co avec la mode, mais typiquement Agua Blanca avec les produits d'hygiène et d'entretien pour la maison, le linge et le corps. Et en fait, regardez comment moi je pouvais impacter un univers. Donc on s'est focalisé justement du coup sur les produits d'hygiène et d'entretien parce que c'est un secteur considérable. C'est des usages au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours les gens touchent ces produits et en même temps il y a, je crois, aucun plaisir, sincèrement, ou très peu. Ce sont des tâches ménagères. Et voilà. Et en voyant des chiffres de repeat, en voyant des chiffres de taux de pénétration Internet extrêmement faible, on s'est dit qu'il y avait vraiment, vraiment un truc à faire. Voilà. Et donc, on a pris du temps à comprendre comment on allait l'adresser. Je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives de petites marques ou de DNVB, ou appelons-les comme on veut. Et on ne voulait pas prendre cet angle-là. Donc, on a pris un angle différent, mais on s'est focalisé là-dessus et on pense qu'on tient un truc pas mal. Voilà. Donc, au niveau des incohérences aussi du marché, vous avez fait un constat aussi alarmant sur ces produits d'entretien aussi. Tu peux nous en dire un peu plus aussi sur... Bien sûr, après, je ferai très attention à ce que je dis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis toujours un peu prudent sur le marketing de la sustainability. Et je pense que malgré tout, c'est évident que le réchauffement climatique, c'est le premier driver et c'est le premier disrupteur. Et donc, je pense que c'est ça pour moi, c'est ça l'angle. En revanche, j'en ferai pas état. Je crois que monter un business en 2020 ou 2021 sans avoir un peu de conscience ou avoir une approche réfléchie, je crois que c'est plus possible. Et donc, évidemment, on a regardé l'ensemble de ces produits, on a regardé comment on pouvait collectivement proposer une offre qui, en tout cas, règle un certain nombre de problèmes de notre société. Probablement pas tous, mais en tout cas un certain nombre. Ouais. Et de qui tu t'es entouré pour lancer du coup cette nouvelle aventure ? Je pense qu'il y a des gens qui t'ont suivi. Tu as trouvé des nouveaux cofondateurs. Oui. Tu peux nous en dire plus ? Je ne suis pas le seul. Alors qu'est-ce que je peux dire ? Non, mais je plaisante. Mais notre associé j'ai monté Agua Blanca avec Yann Le Châtelier, qui est ni plus ni moins que mon cousin. Et qui, lui, était le DA de Vestiaire Collective. Mais ce que j'ai adoré avec Yann, c'est qu'on se connaît depuis toujours. Et pour autant, je crois qu'il y a toujours eu énormément de transparence. Et on se dit les choses, et ça fonctionne très bien. Moi, je suis plutôt dans
dans l'intuition. Encore une fois, j'aime pas dire le mot vision, je suis désolé. Et donc, du coup, je construis un peu macro, méta, et lui, il est dans le micro-détail. Et en même temps, c'est un passionné de ces catégories. Il a une culture des produits d'hygiène et d'entretien. Je sais qu'il va détester que je dise ça. Mais il lui arrive de sentir un peu son linge dans la machine à laver pour savoir si ça sent la lavande ou le citron. Mais la réalité, c'est qu'il est incroyablement bon sur le produit et que je trouve que c'est très rare d'avoir un homme, en plus, qui est à la fois dans la créativité de son métier de DA et en même temps qui est capable ensuite de structurer les choses de manière incroyable. Et donc, du coup, tous les deux, on fonctionne très bien, quoi. Et ensuite, on a recruté une équipe qu'on est en train de consolider, d'ailleurs, avec des gens... On regarde surtout des gens qui nous rejoignent, qui l'ont déjà fait. C'est-à-dire que nous, on veut, sur la première année, vraiment livrer très vite et donc exécuter assez vite. Donc voilà, on avance plutôt avec des gens qui viennent de boîtes qui ont déjà fait l'histoire. Pelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non ? Sur ce duo qui a forcément séduit Daphne aujourd'hui ? Le duo et puis la thèse d'investissement, on la retrouve à travers ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est un marché qui a assez peu évolué, où il y a des nouveaux usages à créer, où l'approche peut, même si on te rejoint totalement sur ton constat autour de la tech for good de manière générale, nous ça fait 10 ans qu'on fait de la tech for good, on l'avait assez peu exprimé jusqu'à peu de temps, mais comme il faut le déclarer, donc on le déclare, mais ça fait 10 ans qu'on en fait, et quand on regarde le track record, on a plus de 50% des sociétés de notre portefeuille qui ont un impact positif, que ce soit d'un point de vue d'ailleurs environnemental, sociétal ou économique. Et donc on te rejoint totalement sur ta thèse, évidemment, et c'est un marché qui est énorme, qui est global day one. Et donc ça fait partie des projets qu'on adore soutenir, et en plus tu es un serial talentueux, et donc on est plus que ravis de pouvoir t'accompagner, parce que le paradigme a changé, hein. Maintenant ce sont les bons entrepreneurs qui nous choisissent et pas le contraire. Donc on te remercie d'accepter de travailler avec nous. Non, c'est nous qui sommes ravis. Mais non, mais peut-être que tu confirmes, toi qui as levé des fonds avec Vestiaire, et là sur cette nouvelle levée, peut-être que tu as senti aussi un changement aussi. Oui, pardon. Ouais, non, c'est ça. Ou alors, après, tu sais aussi qu'avec ton expérience, les investisseurs sont déjà séduits aussi par toi. Peut-être aussi il y a ça qui a... Alors, il y a une vérité, c'est que Vestiaire ou aujourd'hui Agua Blanca, on a toujours bien choisi nos investisseurs. Et on les a choisis pour des raisons humaines, au-delà des compétences des fonds. Moi, j'ai besoin d'avoir le fit, en fait. Quelque soit, on passe beaucoup de temps avec ces investisseurs, on construit... beaucoup de choses. Voilà. Et donc, moi, le choix de Daphne, il était un peu évident. Évidemment, on a regardé le track record. Beaucoup. Et puis, voilà. Et puis, il y a une relation qui est, moi, je trouve extrêmement constructive, dynamique. C'est ça. Voilà, on adore l'équipe, pour être honnête. Et pour être franc et transparent, c'est certain, quand on a monté une boîte qui a eu du succès et qui continue à en avoir, parce que après mon départ, l'équipe existante fait un travail incroyable, honnêtement. Donc, du coup... il est certain qu'on est séduit souvent, et on avait le choix. Voilà. Et donc, clairement, on s'est tourné vers Daphne pour de très bonnes raisons, humaines et pro. Voilà. Merci pour ces compliments. Moi, je ne suis pas dans le procès d'investissement, mais je suis de loin. Donc, je te remercie parce que vous vous êtes déjà remerciés, je pense, vous entre vous. Écoute, avant de terminer, de passer à nos petites questions, parce qu'on est presque dans le timing, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les next steps d'Agua Blanca ? Oui. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans cet épisode ? En fait, je pense qu'à partir du moment où on communique dessus. On est dans une logique de MVP. Dans la mesure où il y a des usages, ce sont des usages de particuliers, je crois que c'est très important de construire une très bonne expérience utilisateur. Et donc, du coup, on intègre nos utilisateurs en fait, dans la démarche d'évolution de l'ergonomie, de l'usage, même de la construction du catalogue. Voilà. Et donc, on est à quelques semaines en fait, d'un lancement d'un catalogue qui est un catalogue réduit volontairement. Et l'idée, c'est de le monter en fait, en puissance. Donc, une version alpha, une version bêta et une première version... qui suivra en fonction des résultats qu'on obtient. Voilà. On sent qu'il y a beaucoup de traction. En fait. C'est ça qui est intéressant aussi.
Donc on est en train de voir quel est l'échantillon le plus pertinent, et à la fois des de produits ou d'utilisateurs. Je suis très fier de la DA qui est faite, encore une fois, c'est pas parce que Yann l'a fait. On s'est fait accompagner aussi. Je trouve qu'on a trouvé les bons mots, je trouve qu'il y a eu un travail des prestataires autour du projet. Je suis assez bluffé, honnêtement. Je n'ai pas ce talent-là, en fait. Je n'ai pas le talent de l'écriture, des mots, etc. Donc je suis toujours très, très, très surpris de voir que des gens arrivent à prendre votre cervelle à un moment donné et à traduire avec les bons mots impactants, etc. Alors, honnêtement, sur les produits d'hygiène et d'entretien, il faut y aller. Donc voilà. Donc on va pouvoir très vite, en quelques semaines, en tout cas, un bon aperçu de ce que va être Agua Blanca. Matt ? Avant de conclure, parce qu'on a la chance de t'avoir, et quand on observe le marché particulièrement européen, on s'aperçoit que les énormes succès sont souvent sur le marché du consumer. Et donc tu es un peu un des représentants emblématiques du marché des sociétés innovantes et qu'on réussit. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui se lance demain sur le marché du consumer, qui est moins adressé, parce qu'il peut paraître plus compliqué, mais encore une fois, à la fin de la journée, quand on regarde les stats, les plus gros succès sont quand même plus sur le consumer qu'en pur prosumer ou B2B. Je pense qu'il faut... D'ailleurs, je vais faire un peu d'auto-promotion, mais c'est ce qu'on observe aussi avec Back Market, c'est-à-dire que on voit qu'à partir du moment où il y a une traction, on capte et on crée beaucoup plus de valeur qu'en B2B. Mais je peux reprendre l'exemple de Vestiaire. À mon époque, encore une fois, je ne veux pas parler d'aujourd'hui, mais à mon époque, on était persuadé que c'était le supply, mais on savait que finalement, le mouvement perpétuel, c'était la communauté. Un produit passait de main en main, de pays en pays. C'était la mode en Angleterre, puis en Italie, puis etc. Plutôt l'inverse d'ailleurs. D'abord en Italie. Et donc, on maîtrisait parfaitement ça. Donc, c'est bien comprendre, en fait, à la fois la taille potentielle du marché, est-ce que c'est un marché de demande ou de supply, et à la fin, quels sont les éléments qui font qu'on anime la croissance et que finalement, elle s'auto-alimente tout seul. Moi, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes qui sont... moi, je suis bluffé par le volume d'entrepreneurs, de jeunes qui ont envie de créer. Très souvent, je trouve que on s'épuise très vite à vouloir nous-mêmes animer le marché. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui n'est pas naturel dans la dynamique de croissance de ce que je vois, en fait. Donc, faire attention au marketing, faire attention à plein de choses. Mais donc, du coup, la compréhension de comment le marché, en fait, grossit et comment on donne juste une impulsion pour que tout d'un coup, ça devienne quelque chose de macro. Voilà, moi, c'est vraiment ça. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un business de food. Le truc est brillant, mais sincèrement, les types, en moins d'un an, ils sont déjà fatigués. Donc, je pense que c'est ça auquel il faut faire attention. Vraiment. Taille de marché, dynamique, supply-demande, et en même temps, où est l'impulsion concrètement ? Voilà. Et s'entourer avec une équipe incroyable. C'est le clé. Moi, j'ai donné, encore une fois, parlons, parce que j'ai l'impression d'être un peu la vieille garde, mais chez Vestiaire-Co, j'étais le 6e salaire, mais parce qu'il y a de bonnes raisons. C'est à un moment donné, j'avais des mecs qui étaient plus forts que moi sur des périmètres que je ne maîtrisais pas, sincèrement. C'est ça qui est incroyable. C'est la dynamique de l'équipe, en fait. Voilà. Et sur Agua Blanca, on compte bien faire la même chose. On espère. On a hâte de voir le développement d'Agua Blanca. Et nous qui en savons un peu plus, il y a des beaux Top Gun dans le pipe. Stay tuned, les auditeurs. Alors, on finit avec quelques petites questions de la fin que Pierre-Éric ne voit pas sur sa feuille. Donc, il ne sait pas à quoi s'attendre parce que je les ai préparées de mon côté. Alors, j'aimerais bien savoir, parce que oui, c'est mes petites questions préférées, qu'est-ce qui t'empêche de dormir, Sébastien ? Mon chien qui saute sur mon lit toutes les 3 secondes. Tu peux raconter l'histoire de ton chien quand même ? Non, oui, mon chien, c'est pas très intéressant. Je suis désolé dans ma vie privée, mais je me suis fait avoir par ma fille qui voulait avoir un chien absolument. Et en fait, finalement, on a eu ce chien. Et on s'est rendu compte après que c'était la race qui aboyait le plus au monde. Voilà. Donc, elle fait une intrusion dans nos vies de manière incroyable. Je pense que je suis pas loin du divorce non plus. Voilà. C'est génial. Il est allé au salon du chien. Je savais même pas qu'il y avait un salon du chien.
Merci Sébastien pour cette petite anecdote. Moi, elle me fait toujours rire. Où est-ce que tu recharges un petit peu les batteries ? Alors, vraiment à Ibiza. Mes parents habitent là-bas. J'ai des endroits où je prends du jus tout le temps. C'est vraiment là-bas. Je crois que c'est vraiment là-bas que je me sens bien. Ouais. Ta marque de lessive préférée ? Est-ce que j'ai le droit de le dire ? C'est une marque parisienne. Ah voilà, oui, on n'a pas le droit de le nommer. C'est Kerzon. Allez, j'ai le droit, il faut que j'en dise 3, non ? Non. Kerzon, je trouve incroyable parce que, en fait, ils ont réussi à retranscrire dans la lessive ce qu'on trouve intéressant dans la cosméto et le parfum. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a un côté où la qualité des textures, des odeurs, mais qui sont à la fois présentes mais pas présentes, la subtilité. Voilà. Je leur vends un truc. Non, mais j'avais les petits sachets que tu mets dans les fringues, là, et j'avais aussi les parfums d'ambiance, ouais. Mais j'avais pas la lessive. Voilà, et incroyable. Et je dois le dire parce que Santa Maria Novella aussi, que je trouve incroyable aussi. Voilà. Et enfin, la dernière, pour voir si tu connais bien ton cofondateur, Yann, dont on a parlé. Est-ce que tu connais son deuxième prénom ? Alors, vraiment pas du tout, pour le coup. Eh bien, Yann, si tu nous écoutes, on est obligé de dire ton deuxième prénom. Il s'appelle Christian. D'accord, alors attends, je réfléchisse pourquoi. Un vieil oncle. Ouais, en fait, c'est mon oncle à moi, mais pas de son côté. Bon, eh ben merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Pelle, hein. Toujours très bon co-host, hein. Franchement c'est ton deuxième métier, hein. Franchement tu m'accompagnes toujours aussi bien. Toi c'est le premier, c'est ça? Oui, non, je ne suis pas podcasteur, je ne suis pas que podcasteur chez Daphné. Merci en tout cas. Et merci Sébastien d'avoir pris le temps. Aguablanca.co, le site internet si vous voulez avoir plus d'infos. Sébastien Fabre avec Yann qui ont cofondé cette nouvelle aventure. C'est parti, stay tuned. Comme je vous ai dit, tenez, regardez bien l'actualité, regardez bien ce qui se passe. Et on a hâte, en tout cas, nous, de voir tout ça. Merci en tout cas. Salut. Ciao, Pelle. Merci Sébastien. Salut. Merci, au revoir.